Et si un simple objet pouvait contenir toute la douleur d'une vie? Février 1947, en Bourgogne. Un père, René Vallon, marche seul sur une route gelée, tenant contre lui une petite chaussure d'enfant. 3 jours plus tôt, le train où voyageait sa fille de 7 ans a déraillé. Mais ce que personne ne savait alors, c'est que cet homme continuerait à marcher pendant 6 ans, convaincu que l'amour pouvait défier la mort. Et 50 ans plus tard, cette même chaussure réapparaîtrait sur le rebord d'une fenêtre d'orphelinat, soigneusement polie. Pourquoi? Et que cachait vraiment cette histoire d'un père qui refusait d'abandonner? Restez jusqu'à la fin. Je vais vous raconter toute cette histoire dramatisée, inspirée de notre propre réalité, où la perte, la foi et la mémoire se mêlent pour rappeler ce que signifie vraiment aimer. Cette photographie a été retrouvée dans les archives de la gare de Mâcon en 1987, coincée entre des registres de passagers jamais réclamés. Un homme marche seul sur une route de campagne, le dos voûté, tenant quelque chose de petit contre sa poitrine. Les historiens ont mis 3 ans à identifier ce qu'il portait, une chaussure d'enfant, tachée de boue et de sang séché. Cet homme s'appelait René Vallon. Il avait 38 ans. Et dans exactement 4 jours, il découvrirait que sa fille de 7 ans avait disparu dans les flammes d'un train accidenté, et que son corps ne serait jamais retrouvé. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette chaussure deviendrait la seule preuve qu'Élise avait existé, et qu'il marcherait avec elle pendant 6 ans, refusant de croire que l'amour d'un père pouvait mourir dans un accident. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette chaussure a été retrouvée 50 ans plus tard sur le rebord d'une fenêtre d'orphelinat, soigneusement polie, et pourquoi René a souri pour la première fois en 6 ans, avant de disparaître pour toujours. Février 1947. La guerre était terminée depuis 2 ans, mais la France respirait encore la poudre et la faim. Les trains fonctionnaient mal, les rails gelaient, et les familles voyageaient quand même parce qu'il fallait bien reconstruire une vie quelque part. René Vallon était l'un d'eux. Veuf depuis 1943, quand un bombardement avait tué sa femme sous les décombres de leur maison à Lyon, il avait élevé seul sa fille, Élise. Une petite aux yeux clairs et au rire doux, comme le décrivaient les voisins du quartier de la Croix-Rousse. Les registres de la SNCF montrent qu'il avait acheté 2 billets pour le train de nuit Paris-Lyon, le 1er février, destination Mâcon, où une usine d'acier recrutait des ouvriers qualifiés. René était forgeron. Ses mains calleuses savaient plier le métal, mais ce soir-là, elles serraient surtout la petite main d'Élise qui sautillait sur le quai en disant « Papa, j'aurai une nouvelle école. Est-ce qu'il y aura des fleurs jaunes comme à la maison ?» Il avait choisi ce train parce qu'il était moins cher, 30 francs de moins. Cette décision le hanterait jusqu'à sa mort. Dans sa poche, René portait une photographie de sa fille devant leur ancienne maison. Dans ses mains, une petite valise contenant 2 paires de chaussures pour Élise. « Pour l'école nouvelle », répétait-il en souriant. Il ne savait pas que l'une de ses chaussures deviendrait tout ce qui lui resterait. À 23 heures, le train quitta la gare dans un grincement métallique. Élise s'endormit contre l'épaule de son père, serrant contre elle une poupée de chiffon que sa mère lui avait cousue avant de mourir. René regardait par la fenêtre les champs enneigés défiler dans la nuit. Il pensait à l'avenir, à la petite maison qu'il louerait près de l'usine, au dimanche au bord de la Saône, aux fleurs jaunes qu'il planterait pour Élise. Il ne pensait pas que dans 3 heures, sa vie exploserait en flammes et en cris. 2 heures du matin. Près de Mâcon, les rails gelés craquèrent sous le poids du convoi. Les archives départementales de Saône-et-Loire ont documenté ce qui s'est passé ensuite. Le train dérailla dans un crissement d'acier tordu. 3 wagons prirent feu instantanément, et dans le chaos de la nuit glacée, les survivants coururent dans le brouillard en hurlant des noms que le vent emportait. René se réveilla éjecté du wagon, le visage en sang, les oreilles bourdonnantes. Il mit 5 secondes à réaliser où il était. Puis il hurla « Élise! Élise !» Il courut vers les flammes. Des mains le retinrent. Il les repoussa. Il fouilla les décombres pendant des heures, ses mains saignant sur le métal brûlant.
criant le nom de sa fille jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un râle. Mais dans le chaos du feu et du brouillard, il ne trouva qu'une chose, coincée sous un siège arraché. Une petite chaussure en cuir marron, celle qu'il avait achetée 3 semaines plus tôt à Lyon. Elle était couverte de boue et de sang séché. Le lendemain matin, les gendarmes retrouvèrent René Vallon marchant seul sur la route de campagne, le visage noir de suie, tenant la chaussure contre sa poitrine comme on tient un nouveau-né. Quand ils tentèrent de le ramener vers le site de l'accident, il répéta seulement d'une voix cassée « Je dois la retrouver, je dois la retrouver ». Les registres officiels de la catastrophe indiquent 47 morts et 12 disparus. Le nom d'Élise Vallon figurait parmi les disparus. Son corps ne fut jamais identifié. Une partie des registres avait brûlé dans l'incendie de la gare de Lyon qui suivit l'accident, compliquant l'identification des victimes. Mais pour René, les registres ne voulaient rien dire. Si son corps n'avait pas été retrouvé, c'est qu'elle était vivante, quelque part, perdue, l'appelant. Pendant 3 jours, il refusa de quitter les environs de l'accident. Il dormait dans un fossé, scrutant chaque visage qui passait, demandant aux paysans « Avez-vous vu une petite fille ? 7 ans, yeux clairs, rire doux ?» Les gens secouèrent la tête, gênés, et s'éloignaient de cet homme qui sentait la fumée et le désespoir. Le 4e jour, un prêtre vint lui parler. « Monsieur Vallon, il faut accepter. Votre fille est avec Dieu maintenant. » René le regarda avec des yeux vides et dit « Si Dieu voulait ma fille, il n'avait qu'à prendre le père. » Puis il se leva, mit la chaussure dans sa veste et commença à marcher vers le sud. Ce que René ne savait pas, c'est que cette marche durerait 6 ans, qu'il perdrait 3 dents à cause de la malnutrition, 2 orteils à cause du gel et presque sa raison à cause du chagrin. Mais ce qu'il savait, au plus profond de son cœur brisé, c'est qu'un père ne peut pas abandonner son enfant, même si le monde entier lui dit qu'elle est morte. Et cette chaussure, qu'il nettoierait et polirait chaque soir comme une prière, deviendrait le symbole d'un amour qui refuse de mourir. Mais pour comprendre comment cette chaussure a fini sur le rebord d'une fenêtre d'orphelinat 6 ans plus tard, et pourquoi René a finalement souri en la déposant là, il faut revenir en arrière, 6 mois avant l'accident, quand René croyait encore aux fins heureuses. Août 1946, 6 mois avant la catastrophe. Lyon suffoquait sous un été sans pitié, et René Vallon transpirait dans sa petite forge du quartier de la Croix-Rousse. Élise jouait dehors avec les enfants du voisinage, et son rire traversait les murs comme une mélodie. C'était un bon jour. René martelait le fer en pensant que peut-être, il pourrait enfin tourner la page de la guerre. Sa femme, Marie, était morte 3 ans plus tôt. Un bombardement allié qui avait visé les voies ferrées, mais touché les maisons ouvrières à la place. Les archives municipales de Lyon recensent 112 civils tués ce jour-là, dont 27 femmes. Marie Vallon figurait sur cette liste. René l'avait cherchée pendant 2 jours sous les décombres. Quand il l'avait trouvée, Élise, alors âgée de 4 ans, pleurait dans les bras d'une voisine en demandant « Où est maman ? Pourquoi elle dort dans les pierres ?» René avait menti. Il avait dit « Maman est partie au ciel pour veiller sur toi. » Et chaque nuit depuis, il entendait la petite voix d'Élise pleurer en dormant. « Maman, reviens. » Être veuf et père seul dans la France de 1946, c'était porter 2 fardeaux. Les voisins le regardaient avec pitié. Les femmes du marché disaient « Ce pauvre homme, élever une fille tout seul, ce n'est pas naturel. » Mais René serrait les dents et continuait. Il tressait les cheveux d'Élise le matin, cuisinait des soupes avec les légumes qu'il pouvait trouver. Et le soir, il lui racontait des histoires où les papas étaient des héros et les petites filles des princesses. Mais la forge ne rapportait presque rien. Les gens n'avaient pas d'argent pour faire réparer leurs outils. Ils les rafistolaient eux-mêmes avec du fil de fer et de l'espoir. René avait des dettes. Le propriétaire de l'atelier menaçait de l'expulser. Et un matin de janvier 1947, une lettre arriva. Une usine d'acier près de Mâcon cherchait des forgerons qualifiés. Salaire décent, logement fourni, école pour les enfants. René lut la lettre 3 fois. Puis il regarda Élise qui dessinait sur le sol avec un bout de charbon.
Elle dessinait toujours la même chose, une maison avec des fleurs jaunes devant, comme celle qu'ils avaient perdue. Ce soir-là, il lui dit « Ma chérie, et si on partait dans un nouvel endroit, avec une nouvelle maison et une nouvelle école ?» Élise leva ses yeux clairs vers lui et demanda « Il y aura des fleurs jaunes ?» René sourit, la gorge serrée. « Oui, je te promets. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette promesse serait la dernière qu'il pourrait tenir. Le 1er février, ils prirent le train. René avait tout vendu. Les outils, les meubles, même l'alliance de Marie pour payer les billets. Il ne gardait que l'essentiel dans une petite valise. 2 paires de chaussures pour Élise, quelques vêtements, et la photographie de sa fille devant l'ancienne maison, celle où on voyait les fleurs jaunes. Dans le train, Élise s'endormit rapidement, épuisée par l'excitation. René la regarda dormir et pensa « Tout ira bien, on recommence, on oublie, mais on n'oublie jamais vraiment. » 2 heures du matin, le choc, les flammes, le chaos. René se retrouva éjecté du wagon, le visage en sang, les oreilles bourdonnant d'un sifflement aigu. Pendant 3 secondes, il ne comprit pas où il était. Puis il vit les flammes, entendit les cris, et hurla « Élise !» Il courut vers les décombres en feu. Des mains le retinrent. Il les repoussa violemment. Il fouilla, creusa, hurla jusqu'à ce que sa voix se brise. Mais dans le brouillard et les flammes, il ne trouva que la chaussure. Une petite chaussure en cuir marron, celle qu'il venait d'acheter pour l'école nouvelle. Elle était couverte de sang. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Les gendarmes dressèrent des listes, identifièrent les corps. 47 morts, 12 disparus. Élise Vallon, 7 ans, figurait parmi les disparus. Mais René refusa d'accepter. « Si le corps n'est pas là, elle est vivante, » répétait-il. « Si le corps n'est pas là, je peux encore la retrouver. » Les autorités tentèrent de le raisonner. Un médecin vint lui parler. « Monsieur Vallon, la violence de l'impact, les flammes. Il n'est pas impossible que certains corps aient été consumés entièrement. » René le regarda avec des yeux fous et dit « Non, non, je l'aurais senti. Un père sait quand son enfant meurt. » Le médecin baissa les yeux, gêné. Les registres officiels montrent que René Vallon refusa toute aide psychologique, tout accompagnement social. Il signa un papier disant qu'il prenait la responsabilité de ses actes et disparut dans la campagne. Les semaines suivantes furent un brouillard de douleur et d'alcool. René marchait de village en village, dormait dans des granges, buvait pour oublier et se réveillait en hurlant le nom de sa fille. À Tournus, un fermier le trouva évanoui dans son étable, une bouteille vide à côté de lui, serrant la chaussure comme un talisman. Le fermier le nourrit, le laissa dormir, et le lendemain, René repartit sans un mot. À Chalon-sur-Saône, il entra dans une église pour la première fois depuis l'accident. Il s'assit au fond, regarda le crucifix et murmura « Si tu es là, rends-la-moi. Prends ma vie à la place. Prends tout, mais rends-la-moi. » Le silence fut sa seule réponse. René sortit de l'église et ne pria plus jamais. Mais il continua de marcher. Et dans chaque village, il laissait un petit papier écrit d'une main tremblante « Recherche Élise Vallon, 7 ans, yeux clairs, rire doux. Si vous l'avez vue, prévenez la gendarmerie de Mâcon. » Les paysans lisaient le papier, le regardaient avec pitié et secouaient la tête. Ce pauvre homme, il est fou de chagrin. Peut-être l'était-il, mais un fou qui aime est moins perdu qu'un sage qui a renoncé. Mars 1947. Un mois après l'accident, René arriva dans un petit village près de Cluny. Il était maigre, sale, les vêtements déchirés. Une femme, Madame Beaumont, qui tenait la boulangerie du village, le vit s'effondrer devant son échoppe. Elle sortit, le releva et lui dit simplement « Un père doit manger ». Elle ne posa pas de questions. Chaque jour pendant 3 mois, elle lui donna du pain. René travaillait en échange, réparant les outils du village, refusant l'argent, acceptant seulement la nourriture. Les villageois le regardaient avec méfiance au début, puis avec respect. Cet homme bizarre qui marchait avec une chaussure d'enfant et laissait des papiers partout,
Cet homme était peut-être fou, mais il était courageux. Un soir, Madame Beaumont lui demanda « Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous, monsieur? Pourquoi vous continuez ?» René la regarda avec des yeux vides et dit « Parce que si je rentre, j'accepte qu'elle est morte, et un père ne peut pas accepter ça. » Madame Beaumont ne dit rien. Elle posa une main sur son épaule, et René pleura pour la première fois depuis l'accident. Mais le lendemain, il repartit. Parce que quelque part, il y avait peut-être un enfant perdu qui l'attendait. Et cette chaussure qu'il polissait chaque soir était la preuve que l'amour d'un père ne meurt jamais. Hiver 1948. Un an après la catastrophe, René Vallon avait perdu 3 dents à cause de la malnutrition et pesait 20 kilos de moins. Mais il marchait toujours. De village en village, de ferme en ferme, posant toujours la même question. « Avez-vous vu une petite fille ? 7 ans maintenant ?» Yeux clairs, rire doux. Les réponses étaient toujours les mêmes. « Non, monsieur. Désolé, monsieur. Vous devriez rentrer chez vous, monsieur. » Mais René n'avait plus de chez lui. Son chez lui était partout où Élise pourrait être. Cet hiver-là fut le plus rude que la région de Bourgogne ait connu depuis 20 ans. Les registres météorologiques montrent des températures descendant jusqu'à moins 18 degrés. René dormait dans des granges, parfois dans des fossés couverts de neige. Ses mains, autrefois puissantes de forgeron, étaient maintenant déformées par le froid et les engelures. Une nuit de janvier, près de Beaune, il s'endormit dans une cabane abandonnée. Le froid était si intense qu'il ne sentit pas ses pieds geler lentement. Le lendemain matin, un bûcheron le trouva inconscient, les lèvres bleues. Il le transporta chez le médecin du village qui, après examen, dut amputer 2 orteils du pied gauche. René se réveilla en hurlant. Pas de douleur, mais de terreur. Et si je ne peux plus marcher? Comment je la retrouverai si je ne peux plus marcher? Le médecin, un vieil homme qui avait vu la guerre, lui dit doucement. « Monsieur Vallon, il faut arrêter. Votre fille, elle n'est plus. » René le regarda avec une haine froide et dit « Vous ne savez rien, rien. » 2 semaines plus tard, dès qu'il put remettre une chaussure, il repartit. Sa démarche était désormais claudicante, mais il marchait, parce qu'un père qui s'arrête est un père qui abandonne. Printemps 1949. René arriva à Dijon. Dans un orphelinat de la ville, on lui dit qu'une petite fille correspondant à la description d'Élise avait été accueillie après l'accident de train. Le cœur de René explosa. Il courut vers l'orphelinat, les mains tremblantes, incapable de respirer. Une religieuse le conduisit vers une salle où des enfants jouaient, et là, assise près d'une fenêtre, il vit une petite fille blonde, yeux clairs, environ 8 ans. René s'effondra à genoux. « Élise, Élise, mon bébé. » La petite fille se retourna. Elle le regarda avec des yeux vides, et dit « Je ne vous connais pas, monsieur. » La religieuse posa une main sur l'épaule de René. « Monsieur, cette enfant s'appelle Jeanne. Elle est ici depuis 3 ans. Ses parents sont morts pendant la guerre. » René fixa la petite fille. Les mêmes yeux, la même couleur de cheveux. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas son rire. Ce n'était pas son odeur. Un père reconnaît son enfant. Toujours. Il sortit de l'orphelinat et s'assit sur les marches. Il pleura pendant 1 heure. Puis il se leva et continua de marcher. Cette scène se répéta 3 fois. 3 fois, on lui signala une petite fille. 3 fois, il courut avec l'espoir fou que c'était elle. 3 fois, ce n'était pas elle. À chaque fois, une partie de lui mourait, mais une autre partie refusait d'abandonner. Été 1950. René avait maintenant 41 ans, mais en paraissait 60. Ses cheveux avaient blanchi. Ses mains tremblaient constamment. Une toux chronique le réveillait chaque nuit, souvenir de la fumée et du froid. Les villageois qu'il croisait le regardaient avec un mélange de pitié et de malaise. Cet homme qui marchait avec une chaussure d'enfant était devenu une légende locale. Le fou de la chaussure, disaient les enfants. Mais un jour, près de Tournu, quelque chose changea. René croisa un vieux prêtre, le père Augustin, qui tenait une petite église de campagne. Le prêtre ne tenta pas de le convertir, ne parla pas de la volonté de Dieu.
Il dit simplement « Venez, mangez, reposez-vous ». René accepta. Et pour la première fois en 3 ans, il parla. Il raconta l'accident, la chaussure, la recherche. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre. À la fin, il dit seulement « Votre amour pour elle est une prière suffisante ». René resta dans cette église pendant 2 semaines. Il aida le prêtre à réparer les bancs, à nettoyer les vitraux. Le soir, il parlait peu. Mais cette présence silencieuse fit du bien à René. Le père Augustin ne jugeait pas, ne tentait pas de le raisonner. Il comprenait simplement qu'un père qui cherche n'a pas besoin de sermons, mais de compassion. Quand René repartit, le prêtre lui donna un peu de nourriture et dit « Si Dieu existe, il vous voit, et il pleure avec vous. » René hocha la tête et continua sa route. Automne 1951. René commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il oubliait, pas complètement. Mais les détails du visage d'Élise commençaient à s'estomper. Il se souvenait de ses yeux clairs, mais quelle nuance exactement? Il se souvenait de son rire, mais quel son précis? Cette découverte le terrifia plus que tout. Chaque soir, il sortait la photographie froissée de sa poche et la fixait pendant des heures, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire défaillante. Il répétait son nom 100 fois, Élise, 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 comme une litanie, comme une prière, comme un combat contre l'oubli. Parce que si je l'oublie, alors elle meurt vraiment. Un soir, près d'une rivière, René resta assis pendant 2 heures au bord d'un pont. L'eau coulait en contrebas, sombre et froide. Il pensa, si je saute, la douleur s'arrête. Si je saute, je la rejoins peut-être. Sa main serrait la chaussure. Il la regarda, usée, tachée, mais soigneusement polie chaque soir. Et alors qu'il se penchait vers le vide, il entendit un rire d'enfant. Il se retourna. Sur la berge, une petite fille jouait avec un bâton. Elle riait. Juste un rire d'enfant. Mais ce rire lui rappela pourquoi il ne pouvait pas sauter. Parce que quelque part, peut-être, Élise riait encore. René se leva et s'éloigna du pont. Printemps 1952. Près de Châlons, René vit un petit garçon pleurer sur le bord d'une route. Son jouet, un petit cheval de bois, s'était cassé. René s'approcha, s'agenouilla et demanda « Je peux le réparer ?» Le garçon hocha la tête, les yeux pleins de larmes. René sortit un morceau de fil de fer de sa poche, des outils rudimentaires, et en quelques minutes, répara le jouet. Le garçon sourit, prit son cheval et serra René dans ses bras en criant « Merci, monsieur !» Ce fut comme une décharge électrique. René sentit les petits bras autour de lui et pleura. Pour la première fois en 5 ans, il pleura sans colère. Juste de la tristesse, pure, profonde, humaine. Le garçon le regarda, inquiet. « Pourquoi vous pleurez, monsieur ?» René essuya ses larmes et dit « Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'aimais beaucoup. » Le garçon sourit et repartit en courant avec son cheval. René le regarda s'éloigner et pensa « Peut-être que je ne la retrouverai jamais, mais peut-être que je peux faire quelque chose d'autre. Peut-être que je peux aider d'autres enfants. » Ce n'était pas une révélation spectaculaire, juste une petite lumière dans le noir. Mais parfois, les petites lumières suffisent. Hiver 1953. 6 ans après l'accident, René arriva à Cluny. Il avait maintenant 44 ans. Ses mains étaient déformées par le froid et le travail. Sa démarche était lente à cause des orteils perdus. Mais il marchait toujours. Et c'est dans cette ville qu'il entendit parler d'un orphelinat où une petite fille était morte de pneumonie 2 ans plus tôt. Une fille qui dessinait beaucoup. Une fille qui parlait parfois d'un train en feu. Le cœur de René se serra. Il monta vers l'orphelinat sur la colline, chaque pas pesant comme du plomb. Il ne savait pas que dans quelques minutes, sa vie allait changer. Pas parce qu'il retrouverait sa fille, mais parce qu'il découvrirait qu'elle ne l'avait jamais oublié. L'orphelinat de Cluny se dressait sur une colline, entourée d'arbres nus en ce matin de février 1953. René Vallon monta les marches lentement, la main droite serrant la chaussure dans sa poche. 6 ans. 6 ans qu'il marchait. 6 ans qu'il cherchait. Une jeune religieuse, sœur Marie-Thérèse, lui ouvrit. Elle avait un visage doux mais fatigué.
Quand René expliqua pourquoi il était là, elle hésita. Ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur, dit-elle doucement, la petite fille dont vous parlez, elle est décédée il y a 2 ans. De pneumonie. » René vacilla, ses jambes tremblèrent. Il s'appuya contre le mur. Décédée. Le mot résonna dans sa tête comme un coup de marteau. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-il d'une voix blanche. La religieuse baissa les yeux. Nous ne savions pas son vrai nom. Elle ne parlait presque pas quand elle est arrivée. Elle avait environ 7 ou 8 ans, traumatisée. Les archives de l'orphelinat montrent qu'elle avait été trouvée errant près d'une voie ferrée, 3 jours après un accident de train. Elle ne se souvenait de rien. Seulement des flammes. René ferma les yeux. 3 jours après l'accident. Près d'une voie ferrée. 7 ans. Est-ce qu'il reste quelque chose d'elle? Demanda-t-il, la voix brisée. La religieuse hocha la tête. Oui. Un cahier. Elle dessinait beaucoup. Attendez ici. René resta immobile dans le couloir, les mains tremblantes. Autour de lui, des enfants jouaient dans une cour intérieure. Leur rire traversait les murs. Il pensa, si c'est elle, alors elle est morte seule, loin de moi, en pensant que je l'avais abandonnée. Sœur Marie-Thérèse revint avec un petit cahier aux pages jaunies. Elle le tendit à René avec précaution. Les dernières pages. Vous devriez peut-être vous asseoir. René prit le cahier. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir l'objet. Il s'assit sur un banc près d'une fenêtre. Et il ouvrit le cahier. Les premières pages montraient des dessins d'enfants, des maisons, des arbres, des fleurs. Puis, au milieu du cahier, les dessins devinrent plus sombres. Des flammes, des silhouettes qui couraient, un train brisé. René tourna les pages, le cœur battant si fort qu'il entendait le sang pulser dans ses oreilles. Et puis, il arriva à la dernière page. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Un homme, dessiné au crayon de charbon, cheveux noirs, mains larges, debout devant un arbre brisé en 2, et dans ses mains, un objet petit, une chaussure. En dessous, en lettres tremblantes, maladroites, écrites par une main d'enfant qui apprenait à peine à écrire, « Papa cherche ». René fixa le dessin. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Il ne pouvait pas respirer. Il ne pouvait pas bouger. Son doigt traça lentement les lignes du dessin, comme s'il pouvait toucher la main qu'il avait tracée. « Papa cherche ». Elle savait. Elle savait qu'il la cherchait. Même perdue, même malade, même mourante, elle savait qu'il ne l'avait pas abandonnée. Sœur Marie-Thérèse pleurait maintenant, les mains jointes. Elle a fait ce dessin quelques jours avant de mourir. Elle avait de la fièvre. Elle parlait dans son sommeil. Elle répétait un mot. « Papa, papa ». René ferma le cahier lentement. Il le serra contre sa poitrine. Et pour la première fois en 6 ans, il dit à voix haute, « Elle savait. Elle savait que je ne l'abandonnerais jamais. » Il resta assis pendant longtemps, le regard perdu. Puis il se leva, marcha vers la fenêtre qui donnait sur la cour où les enfants jouaient. Il sortit la chaussure de sa poche. Elle était usée, tachée, mais soigneusement polie. Il l'avait nettoyée chaque soir pendant 6 ans, comme une promesse, comme une prière. Lentement, avec une tendresse infinie, il déposa la chaussure sur le rebord de la fenêtre, tourné vers la cour, vers les enfants qui riaient. Sœur Marie-Thérèse le regarda, confuse. « Monsieur, qu'allez-vous faire maintenant ?» René sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un homme qui venait de comprendre que l'amour ne meurt pas avec la mort. C'était le sourire d'un homme brisé qui avait trouvé une raison de continuer. « Je vais continuer », dit-il doucement. « Pour elle. Pour tous les pères qui cherchent encore. Pour tous les enfants qui attendent. » La religieuse ne comprit pas immédiatement, mais elle hocha la tête. René descendit les escaliers de l'orphelinat. Dans la cour, un petit garçon trébucha et son chariot en bois se brisa. L'enfant se mit à pleurer. René s'agenouilla à côté de lui, ses mains déformées par le froid tremblant légèrement. « Je peux le réparer, dit-il. »
Le garçon le regarda avec de grands yeux mouillés de larmes et hocha la tête. René sortit un bout de fil de fer de sa poche, quelques outils rudimentaires, et commença à travailler. Ses mains, qui avaient serré une chaussure pendant 6 ans, trouvèrent un nouveau but. Réparer ce qui était cassé. Parce qu'un père qui ne peut pas sauver son propre enfant peut au moins essayer de sauver les autres. Les registres de l'orphelinat de Cluny montrent qu'à partir de ce jour, un homme venait régulièrement aider à réparer les jouets des enfants. Il ne parlait pas beaucoup, ne racontait pas son histoire. Mais les religieuses remarquèrent que chaque fois qu'un enfant pleurait, cet homme s'approchait. Chaque fois qu'un jouet se cassait, il le réparait. Chaque fois qu'un enfant se sentait seul, il s'asseyait à côté de lui en silence. Les enfants l'appelaient Monsieur René. Ils ne savaient pas pourquoi il avait toujours les larmes aux yeux quand il les regardait jouer. Ils ne savaient pas qu'à travers eux, il voyait le fantôme d'une petite fille aux yeux clairs et au rire doux. Mais ils savaient qu'il était bon. Et pour des enfants orphelins, c'était suffisant. René resta à Cluny pendant plusieurs mois. Il dormait dans une petite remise que les religieuses lui prêtaient. Il mangeait peu, travaillait beaucoup. Et chaque soir, avant de dormir, il regardait par la fenêtre de l'orphelinat où la petite chaussure reposait sur le rebord. Un souvenir, une promesse tenue, un amour qui refusait de mourir. Printemps 1954. René quitta Cluny. Pas par envie de partir, mais parce qu'il sentait qu'il devait continuer à marcher. Les religieuses lui demandèrent de rester, mais il secoua la tête. Il y a d'autres enfants ailleurs, d'autres jouets cassés, d'autres pères qui cherchent. Il partit un matin tôt, sans dire au revoir. Mais sur le rebord de la fenêtre, la chaussure restait. Un symbole, un message silencieux à tous les parents qui avaient perdu. Votre amour ne meurt jamais. René marcha vers le sud, vers la Saône. Et c'est là, au bord de cette rivière tranquille, qu'il trouva finalement une forme de paix. Pas une paix joyeuse, pas une paix sans douleur, mais une paix humaine. La paix de celui qui a transformé son chagrin en compassion. La paix de celui qui a appris que sauver un enfant, même si ce n'est pas le sien, est une façon d'honorer celui qu'on a perdu. En 1957, les habitants d'un petit village au bord de la Saône parlaient d'un homme étrange qui vivait dans une cabane modeste. Il réparait les jouets des enfants, aidait les familles pauvres, ne demandait rien en échange. Les enfants du village l'adoraient, les parents le respectaient. Il s'appelait René. Et parfois, quand personne ne le regardait, il fixait la rivière en murmurant un nom que personne ne comprenait. Élise. Les années passèrent. René vieillit. Sa toux s'aggrava. Ses mains tremblèrent davantage. Mais il continua. Parce que continuer était tout ce qu'il savait faire. Et en 1962, probablement pendant l'hiver, René Vallon mourut. Seul, silencieux, en paix. Hiver 1962. La neige tombait doucement sur le petit village au bord de la Saône. Dans une cabane modeste, à l'écart des maisons principales, René Vallon s'éteignit probablement un soir de décembre. Il avait 53 ans, mais son corps usé en paraissait 80. Personne ne sait exactement quand il mourut. On le trouva 3 jours plus tard, assis dans son unique chaise face à la fenêtre qui donnait sur la rivière. Ses mains reposaient sur ses genoux, calmes, comme s'il s'était simplement endormi. Le curé du village, qui n'avait jamais réussi à faire venir René à l'église mais qui le respectait profondément, organisa des funérailles simples. Une dizaine de personnes vinrent, quelques paysans, des femmes du village, et surtout beaucoup d'enfants. Des enfants dont René avait réparé les jouets, des enfants à qui il avait appris à pêcher, des enfants qui ne comprenaient pas pourquoi Monsieur René ne souriait jamais vraiment, mais qui savaient qu'il était bon. Quand on vida sa cabane, on trouva très peu de choses. Quelques vêtements, des outils rudimentaires, et sur une petite étagère en bois, soigneusement disposée comme dans un hôtel, 2 objets seulement. Une photographie, tellement usée qu'on distinguait à peine le visage de la petite fille, qui souriait devant une maison avec des fleurs jaunes. Au dos, d'une écriture tremblante, Élise Vallon, 1946. Et une chaussure.
Une petite chaussure d'enfant en cuir marron, tachée, usée par le temps mais soigneusement polie. Brillante comme un trésor. Le curé demanda ce qu'il devait faire de ces objets. Une vieille femme du village, qui avait connu René pendant ces dernières années, dit simplement « Gardez-les ». C'est tout ce qu'il était, un père qui a aimé. Ces objets furent placés dans un petit coffre en bois à la sacristie de l'église, avec une note expliquant leur histoire. Pas pour être exposés, pas pour être oubliés, juste gardés, comme on garde la mémoire de ceux qui ont souffert avec dignité. Mais l'histoire de René ne s'arrêta pas à sa mort. Les années passèrent, les enfants qu'il avait aidés grandirent, et parmi eux se trouvait un petit garçon nommé Michel. Michel avait 8 ans quand René arriva au village en 1957. Sa mère était morte en couche, son père l'avait abandonné, et il vivait chez sa tante qui le nourrissait à peine. Michel était un enfant triste, silencieux, qui errait dans les rues avec un vieux cheval de bois cassé. Un jour, René l'avait vu pleurer sur le bord de la rivière. Il s'était approché sans un mot, avait pris le jouet cassé et l'avait réparé. Michel l'avait regardé avec de grands yeux et avait demandé « Pourquoi vous m'aidez, monsieur ?» René avait souri tristement et avait dit « Parce que quelqu'un aurait dû aider ma fille quand elle était seule. » Michel n'avait pas compris à l'époque. Mais il était revenu, encore et encore. René lui apprit à pêcher, à réparer les choses, à ne pas baisser les bras. Il ne parlait jamais de sa fille directement, mais parfois quand Michel faisait quelque chose qui le faisait sourire, René murmurait « Élise aurait aimé ça ». Michel grandit, devint un menuisier, se maria, eut des enfants, mais il n'oublia jamais l'homme silencieux qu'il avait sauvé sans rien demander en retour. En 1982, un journaliste du journal régional Le Progrès écrivait un article sur les orphelins de guerre. Michel, alors âgé de 33 ans, accepta de témoigner. Et quand le journaliste lui demanda qui l'avait le plus marqué dans sa vie, Michel répondit « Un homme que je connaissais à peine. Il s'appelait René Vallon. Il vivait au bord de la Saône. Il réparait tout ce qui était cassé, sauf son propre cœur. » Le journaliste demanda « Qu'est-ce qu'il vous a appris ?» Michel réfléchit longtemps avant de répondre. Il m'a appris qu'aimer quelqu'un ne s'arrête pas à la mort, que perdre ne signifie pas abandonner, et que parfois, la façon d'honorer ceux qu'on a perdus, c'est d'aider ceux qui sont encore là. Cette interview fut publiée. Quelques personnes la lurent, puis elle fut oubliée dans les archives du journal, mais les mots restèrent vrais. En 1995, l'église du village fut rénovée. En vidant la sacristie, un jeune prêtre trouva le petit coffre en bois contenant la photographie et la chaussure. Il lut la note explicative et fut touché par l'histoire. Il contacta les archives départementales pour en savoir plus sur René Vallon. C'est ainsi qu'on retrouva les registres de l'accident de train de 1947, les listes des disparus, le nom d'Élise Vallon. Et cette photographie prise quelques jours après la catastrophe, retrouvée dans les archives de la gare de Mâcon, un homme marchant seul sur une route, tenant quelque chose de petit contre sa poitrine. Cette photo, personne ne savait qui l'avait prise. Un journaliste de l'époque, probablement, ou un gendarme qui documentait les suites de l'accident. Mais elle était là, preuve silencieuse d'un amour qui refusait de mourir. Le jeune prêtre voulut organiser une exposition, raconter l'histoire. Mais en relisant la note laissée par son prédécesseur, il changea d'avis. La note disait « Cet homme n'a pas vécu pour la gloire, il a vécu pour l'amour. Respectons cela. » Alors le coffre fut replacé dans la sacristie. La photographie et la chaussure restèrent là, dans la pénombre, visitées seulement par ceux qui connaissaient l'histoire. Pas de musée, pas d'exposition. Juste une mémoire silencieuse. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin de projecteurs. Elles brillent dans le noir. Aujourd'hui, si vous allez dans ce petit village au bord de la Saône, vous ne trouverez pas de plaque commémorative, pas de statue, pas de monument, juste une petite église où, dans la sacristie, repose un coffre en bois. Et si vous demandez au prêtre, il vous racontera peut-être l'histoire de René Vallon, le père qui a marché pendant 6 ans avec la chaussure de sa fille,
l'homme qui a transformé son chagrin en compassion. Le héros silencieux qui n'a jamais retrouvé son enfant, mais qui en a sauvé des dizaines d'autres. Michel, maintenant âgé de 74 ans, vit toujours dans le village. Il a 3 enfants et 7 petits-enfants. Et chaque année, le jour anniversaire de la mort de René, il emmène ses petits-enfants au bord de la Saône, à l'endroit où se trouvait la cabane. Il leur dit « Ici vivait un homme qui m'a appris que l'amour est plus fort que la mort. Qu'un père ne cesse jamais d'être un père, même quand son enfant n'est plus là. Les enfants ne comprennent pas toujours, mais ils écoutent, et peut-être qu'un jour ils comprendront que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, c'est de continuer à se lever, que la véritable victoire n'est pas de gagner, c'est de ne jamais abandonner ce en quoi on croit, et que l'amour, le vrai, ne meurt jamais. Il se transforme, il se transmet, il devient autre chose. René Vallon n'a jamais retrouvé sa fille, mais à travers les enfants qu'il a aidés, à travers Michel qui transmet son histoire, à travers cette photographie et cette chaussure qui repose dans une sacristie silencieuse, Élise vit encore. Pas de la façon dont René l'espérait, mais de la seule façon dont l'amour peut survivre à la mort, en se multipliant. Chaque jouet réparé était une prière. Chaque enfant aidé était Élise vivante à travers lui. Chaque geste de bonté était une victoire contre le désespoir. René ne l'a pas retrouvé dans cette vie, mais il ne l'a jamais abandonné non plus. Et peut-être que c'est là la plus grande forme d'amour. Continuer à aimer même quand il n'y a plus d'espoir. Continuer à chercher même quand tout le monde dit d'arrêter. Continuer à vivre même quand on voudrait mourir. Parce qu'un père, un vrai, ne renonce jamais. La photographie de l'homme marchant avec la chaussure, celle qui a été retrouvée dans les archives, n'est pas exposée dans un musée. Elle reste dans le coffre, avec la chaussure et la photo d'Élise. Un ensemble. Une histoire complète. Un amour immortalisé non par sa réussite mais par sa persévérance. Et si vous passez un jour dans ce petit village, si vous entrez dans cette petite église, si vous demandez au prêtre de vous montrer le coffre, vous verrez ces 3 objets. Et vous comprendrez qu'il existe des histoires qui ne se terminent pas, qui continuent à vivre dans le cœur de ceux qui les entendent. Des histoires qui nous rappellent ce que signifie vraiment aimer. Non pas posséder, non pas contrôler, mais continuer. Toujours continuer. Même quand tout est perdu. Surtout quand tout est perdu. Car c'est dans ces moments-là que l'amour révèle sa vraie nature. Indestructible. Éternel. Humain. René Vallon l'a compris. Et maintenant, vous aussi. Cette histoire fictionnelle, inspirée par les réalités silencieuses de l'après-guerre, nous rappelle qu'aimer, c'est parfois continuer à marcher même quand tout semble perdu. Que la force d'un cœur ne se mesure pas à sa victoire, mais à sa capacité à ne jamais cesser d'espérer. René n'a pas retrouvé sa fille, mais il a trouvé un sens. Réparer ce que la vie avait brisé. Et peut-être que c'est cela, au fond, la vraie forme d'amour, celle qui survit au temps, à la mort et au silence. Et vous, avez-vous déjà vu quelqu'un continuer à aimer malgré l'absence? Pensez-vous qu'on peut guérir en aidant les autres? Quelle trace laisse un parent quand il transforme sa douleur en bonté? Écrivez dans les commentaires le mot « espoir » pour nous montrer que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir transmis par vos grands-parents ou un geste d'amour que le monde a peut-être oublié. Il pourrait inspirer notre prochaine histoire. Merci d'avoir regardé, d'avoir ressenti, et de faire vivre avec nous la mémoire de ceux qui ont aimé en silence. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche, et partagez cette histoire autour de vous. Et surtout, ne partez pas sans découvrir le prochain récit qui vous attend juste après ce générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si ces histoires humaines vous touchent, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Votre présence ici aide à faire vivre ces récits de compassion et de mémoire. Des histoires qui nous rappellent que même dans la douleur, il reste toujours une trace d'amour.